Nous allons maintenant introduire un système de preuve pour la logique intuitionniste. Ce système, c'est une instance d'un style de système de preuve qu'on appelle le calcul des séquents. Et donc là, nous allons voir le calcul des séquents intuitionniste, dont le nom de code est LJ0, L comme séquent, J comme intuitionniste, et 0 comme propositionnel. Une preuve en calcul des séquents, c'est un arbre de dérivation, comme pour la résolution. Simplement, aux feuilles et aux nœuds de cet arbre, les étiquettes ne sont pas seulement des formules, mais des séquents. Un séquent, c'est un objet de ce style-là, qu'on dessine avec un symbole de déduction au milieu, à gauche duquel on a un multi-ensemble de formules, noté gamma en général, et à droite, on a une unique formule. Et donc, pour former des preuves en calcul des séquents, on a un certain nombre de règles qui nous expliquent quels arbres on a le droit de construire. Il y a pas mal de règles, 12 ici, mais celles-ci suivent une structure relativement régulière. En effet, pour chaque connecteur logique, on va avoir deux règles, une qui permet d'introduire ce connecteur à droite du séquent, une qui permet de l'introduire à gauche du séquent. Pour le connecteur logique de la conjonction, la règle droite stipule que si on a une dérivation de sous les hypothèses gamma, je déduis phi1, et une dérivation de sous les mêmes hypothèses gamma, je déduis phi2, alors on peut construire une dérivation plus grande à partir de ces deux-là, avec à la racine un séquent qui se lit sous les hypothèses gamma, je peux déduire phi1 et phi2, ce qui paraît assez naturel. Pour l'introduction du et à gauche, si on a pu déduire psi sous les hypothèses gamma et phi1 et phi2, on peut en construire à partir de là une dérivation de psi sous les hypothèses gamma et phi1 et phi2. Pour la disjonction, si à partir de gamma on a déduit phi1, par exemple, eh bien à partir de gamma, on peut aussi dire qu'on a déduit phi1 ou phi2. Si on a déduit phi2, on peut aussi dire qu'on a déduit phi1 ou phi2. L'un des deux suffit à dériver la disjonction. Pour l'introduction du ou à gauche, on a une règle ici, binaire, qui correspond à l'étude de cas en mathématiques. Si vous avez comme hypothèse phi1 ou phi2, et que vous voulez démontrer psi, il suffit de démontrer psi dans le cas où on a phi1, et de le démontrer dans le cas où on a phi2 comme hypothèse. On considère les deux cas possibles. Pour l'implication, la règle droite est très simple. Elle dit que pour dériver phi1 implique phi2 sous les hypothèses gamma, il suffit de dériver phi2 sous les hypothèses gamma auxquelles on a ajouté phi1. On a simplement fait passer une formule à gauche du signe de déduction. La règle gauche pour l'implication indique que si l'on a dérivé phi1 et que sous l'hypothèse phi2 on a pu dériver psi, alors on a dérivé psi sous l'hypothèse phi1 implique phi2. Puisqu'on a phi1 et qu'à partir de phi1 on a phi2 et qu'à partir de phi2 on a psi. Les deux dernières règles qui nous manquent sont celles des connecteurs logiques dégénérés que sont les unités. On a toujours, quel que soit gamma, la possibilité de dériver vrai, et on n'a que de faux, on peut dériver n'importe quoi. Gamma et faux permettent toujours de dériver phi. Ici, on a des règles dessinées avec une règle d'inférence comme les autres, qui n'ont pas de prémisse. C'est celles qui nous permettent de former les feuilles de notre arbre de dérivation. Alors pour finir, on a trois autres règles qui ne rentrent pas vraiment dans le même groupe, dans la même façon de construire les règles que celles que je vous ai lues jusque-là. Tout d'abord, on a la règle axiome, qui est l'autre façon de terminer une dérivation, qui permet de dériver phi si elle fait partie des hypothèses. On a ensuite la règle de contraction, dont nous verrons l'utilité plus tard, et qui dit que si on a une fois phi en hypothèse, eh ben on peut se le prendre deux fois aussi. Parfois, c'est nécessaire. Et enfin, on a une règle très fameuse en calcul des séquents, qui est la règle de coupure.
La règle de coupure indique que si l'on a dérivé phi, et qu'à partir de phi, avec phi en hypothèse, on a dérivé psi, ben on peut faire comme si on avait dérivé psi. C'est une règle de raisonnement indirect. On montre un lemme, on prouve un théorème à partir du lemme, on a le droit de dire qu'on a obtenu le théorème. Et en anticipant un petit peu sur la suite du cours, la règle de coupure, on va voir qu'elle est superflue dans le calcul. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut dériver comme théorème sans la coupure, on n'ajoute rien en termes de théorème déductible quand on ajoute la coupure. Alors, voyons voir quelques exemples de formules que l'on peut dériver avec ce système de preuves. Comme premier exemple, je vous propose de considérer une des directions de la distributivité. Pour montrer que... Donc je vais dériver cette formule. C'est-à-dire que je vais essayer de construire une dérivation dans ce calcul avec à la racine le séquent qui n'a pas d'hypothèse et qui a, pour formule de conclusion, la formule là-haut. C'est-à-dire A et B ou C impliquent A et B ou A et C. Il y a deux choses que je peux faire pour construire cette dérivation. La première serait d'utiliser la coupure. On peut toujours utiliser la coupure. Mais ça, je vais le laisser de côté. Si on exclut cette possibilité, la seule chose que je peux faire, c'est d'introduire l'implication que j'ai à droite de mon séquent. Je regarde donc ma règle d'introduction de l'implication à droite, et elle me dit que au-dessus de cette règle d'inférence, je vais avoir le séquent donc à partir de là, je peux faire deux choses. Je peux essayer d'introduire la disjonction à droite, mais ça me dirait par exemple qu'il faudrait dériver A et B à partir de ça, ce qui semble pas vraiment possible. Ce que je vais faire à la place, c'est d'introduire la conjonction à gauche de mon séquent. En faisant ceci, j'obtiens le nouveau séquent avec deux hypothèses au lieu d'une. De nouveau, maintenant, à partir d'ici, je pourrais essayer d'introduire cette disjonction, mais c'est encore un peu trop tôt pour faire ça. J'ai plutôt intérêt à introduire la disjonction à gauche, c'est-à-dire à faire une étude de cas. Est-ce que j'ai B ou est-ce que j'ai C? Si je sais que j'ai B, comme j'aurai aussi A, a priori je vais pouvoir conclure A et B, symétriquement. Si je sais que j'ai C, je pourrais conclure A et C. Mais pour l'instant, je ne sais pas si j'ai B ou C. Donc j'utilise ici la règle du OU à gauche. Au passage, je vais indiquer les règles que j'ai utilisées. Donc R pour right, L pour left. Donc j'utilise mon OU à gauche. J'obtiens deux prémisses. A et B, je dois déduire la même chose qu'avant, c'est-à-dire A et B ou A et C. A et l'autre possibilité, C, je dois déduire la même chose qu'avant. Bon, là j'ai une situation assez symétrique. À partir de AB, je dois déduire A et B. À partir de AC, je dois déduire A et C. Donc je ne vais pas traiter les deux cas. Faisons le cas de gauche. Donc ici, j'ai plus de connecteur logique à gauche de mon séquent. Je vais enfin introduire cette disjonction à droite de mon séquent. Et je vais choisir disjonction à droite du séquent. Je choisis la première sous-formule, 1.
bien entendu, ayant A et B, je vais choisir de prouver A et B, et pas A et C. J'introduis le et à droite, A, B, A, la deuxième sous-formule B. Et là, j'ai deux instances de l'axiome, puisque à chaque fois, la conclusion de mon séquent est une des hypothèses de mon séquent. Donc voilà un premier exemple de dérivation en calcul des séquents intuitionnistes, une dérivation complète. Bon, je sais pas, il y a 3 petits points là, mais vous voyez bien que vous pouvez la compléter pour obtenir donc cette déduction. Nous allons voir 2 autres exemples. Comme exemple numéro 2, je vous propose de considérer un des sens d'une des égalités de De Morgan. Non A ou non B implique non A et B. Alors, pour dériver ceci, tout d'abord, il faut que je vous signale que dans ce calcul, je considère non A comme un raccourci, une notation pour A implique faux. C'est pour cela que je n'ai pas introduit de règle spécifique pour le connecteur logique faux dans mon calcul. J'utiliserai les règles de l'implication en lisant non A comme A implique faux. Alors, nous allons construire une dérivation de cette formule. Je vais commencer direct. Bon, j'y vais. Non A ou non B implique non A et B. J'introduis la flèche à droite. J'introduis ensuite, par exemple, le OU à gauche. Et je me retrouve avec non A implique non A et B. Et ici, je vais avoir une situation symétrique. Et encore une fois, je ne vais traiter qu'une des 2 sous-dérivations, étant donné qu'elles sont très similaires. Donc ici, j'ai A implique faux, entraîne que A et B impliquent faux. Ça paraît vrai. Donc, construisons-nous une preuve de cela. Je vais commencer par introduire l'implication à droite. Donc, j'ai l'hypothèse non A, plus la nouvelle hypothèse qui est la prémisse de non A et B. J'avais A et B implique faux, j'ai mis le A et B à gauche. Donc maintenant ici, je peux toujours introduire ma conjonction à gauche du séquent. J'obtiens non A, B, et je dois déduire faux. Et là, je me dis que je suis vraiment proche du but, puisque j'ai A et non A comme hypothèse. Non A étant A implique faux. Donc j'ai une implication ici que j'aimerais bien utiliser. J'utilise l'introduction de l'implication à gauche de mon séquent. Je dois donc démontrer, à partir des hypothèses autres que mon implication, l'antécédent de mon implication, c'est-à-dire A, et ensuite, je remplace mon implication par sa conclusion, c'est-à-dire faux, et je dois déduire, donc j'ai toujours mes autres hypothèses, je dois déduire faux. Donc ça, c'est très facile, c'est avec la règle gauche de la négation. De faux, je déduis ce que je veux. Et ça, c'est une instance de l'axiome. Allez, un dernier exemple. Nous allons démontrer quelque chose qui semble évident. A implique non A. Alors, comme auparavant, je commence par introduire mon implication. J'introduis de nouveau une implication.
J'ai maintenant A et non A en hypothèse. Comme tout à l'heure, cela me permet de conclure. J'introduis l'implication à gauche de mon séquent. À partir de A, je dois prouver A, c'est l'axiome. Et à partir de A est faux, je dois prouver faux, c'est le faux à gauche. Tout s'est très bien passé pour démontrer A implique non A. Alors maintenant, est-ce qu'on pourrait prouver non A implique A? Comme je vous ai annoncé que ceci était un système de preuves pour la logique intuitionniste, et comme je vous ai montré que non A implique A n'était pas valide en logique intuitionniste, vous vous attendez bien à ce que je vous dise que non A implique A ne sera pas dérivable dans ce système de preuves. Et pour démontrer cela, il va d'abord nous falloir démontrer la correction du calcul des séquents intuitionnistes par rapport à la sémantique de la logique intuitionniste par le biais des structures de Kripke.